RCN. Écoutez la différence. RCN, la différence. À suivre sur RCN, grand écran, Roland Marotel. Bonjour et bienvenue sur RCN, vous écoutez l'émission Grand Écran, l'émission cinéma qui va donc continuer son cycle, comme vous pouvez l'entendre avec le magnifique morceau de Nino Rota, sur le gangster au cinéma. Et plus particulièrement, on reviendra cette fois-ci dans cette émission sur, on va dire, le voyou et son mode de vie, le côté plus sociétal derrière ces films. Et notamment, on reviendra sur la famille, la musique du parrain de Nino Rota, mais également aussi sur par exemple ce qui peut être la vie de couple, les trahisons, les actes aussi sur les différents représentants et modes de vie de ce gangster. Et avec moi j'ai Jonathan. Comment tu vas, Jonathan ? Ça va et toi ? Ça va. Donc on sera à deux spécialement pour cette émission spéciale, donc continuer sur le cycle sur le gangster. Et oui, pour revenir vite fait là-dessus, donc l'émission précédente, on était revenu sur un peu l'aspect historique du film de gangster, son apparition, on va dire la petite plus ou moins polémique des années 30, c'est-à-dire la vraie représentation du gangster vu quasiment comme un protagoniste assez imposant à cette époque, qui va être ralenti par le code Hays et qui sera un petit peu mis à l'écart, notamment plus posé en second rôle et relié au rang de simple antagoniste. Et on verra notamment plus l'émergence du film noir puis du film policier. Alors, finalement, le film de gangster va reprendre un essor considérable. On avait un petit peu dit ça à la fin de l'émission précédente, sur notamment donc, la fin du Code Hays, ou véritablement la fin du Code Hays à partir du milieu des années 60, à partir de 66. Il sera vraiment totalement révoqué par Hollywood. Mais surtout, on parle d'Hollywood, mais vraiment, il y a une nouvelle émergence qui va arriver à la fin des années 60, c'est le nouvel Hollywood. Ouais, voilà. Période très importante du cinéma américain. L'âge d'or des studios prend fin. Durant l'âge d'or, en fait, comme tu l'as dit, contrairement au film qu'on avait évoqué la dernière fois, Scarface, Little Caesar, L'ennemi public, c'est vrai que le gangster avait plus un rôle, avait un rôle dans les films noirs, où voilà, le détective ou le policier devait faire face à des gangsters, parce qu'à cette époque-là, pendant quand même plus de 30 ans, du coup, le Code Hays a quand même bien verrouillé tout ce qui était violence, gangster au cinéma. Donc, pendant 30 ans, voilà, ça va être possible de façon subversive d'en parler, mais tout ce qui est violence inhérente au film de gangster va quand même être mis un petit peu de côté. Et ça va rejaillir quand ? Au moment du nouvel Hollywood, puisque il y a la fin du Code Hays, le cinéma tel qu'il était produit par l'âge d'or, il y a une fin de cycle en fait. Il y a une fin de cycle,
pas mal de films à gros budget vont être des catastrophes C'est industrielles. Donc des têtes vont tomber un petit peu au niveau des studios et on va commencer à s'apercevoir qu'en faisant des films plus novateurs, un petit peu européens dans leur forme, avec des nouveaux talents, en leur donnant un peu plus en donnant un peu plus la main au réalisateur, on va être capable de faire des vrais succès. Et en fait, finalement, le nouvel Hollywood, au-delà de se dire que ça a été très novateur du point de vue artistique, esthétique, c'est surtout une manière pour les studios de continuer à faire de l'argent. Exactement, exactement. Et donc, vis-à-vis du film de Cancer, il y a une espèce de renaissance. Il y a une renaissance, puisque d'un seul coup, avec la fin du Cold, on va pouvoir évoquer au cinéma des tabous, une certaine contre-culture et un discours sur la société américaine qu'on n'aurait pas pu faire avant. Et ces films-là vont avoir du succès. On est obligé de commencer par parler par une vraie date dans ce nouvel Hollywood, c'est Bonnie and Clyde. 1967, réalisé par Arthur Penn. Dont la production est aussi... c'est une histoire... assez chaotique, d'ailleurs. Assez chaotique, d'ailleurs. On a le bouquin qui est un peu une référence sur le nouvel Hollywood de... Comment il s'appelle déjà ? J'ai un doute. Enfin bref, un espèce de pavé qui revient sur le nouvel Hollywood. Il y a 200 pages sur ce film-là. Il faut savoir que ça a failli être Truffaut, puis Godard, qui devait tourner ce film. Parce qu'en fait, il y a eu une pré-production totalement laborieuse. La Warner, en fait, sous l'impulsion de Warren Beatty, qui est également le producteur du film, donc producteur et acteur, car il joue également le rôle de Clyde Barrow. Donc, il envisage une totalité brute et il entrevoit en fait chez les réalisateurs de la Nouvelle Vague un espèce de savoir-faire qui pourrait être totalement adéquat envers cette idée-là. Donc, à la base, François Truffaut s'implique sérieusement dans le projet, mais il va renoncer au profit de l'adaptation de ce qu'il voulait faire depuis très longtemps, Fahrenheit 451. Voilà, Jean-Luc Godard est alors sollicité sans succès, bien évidemment. Finalement, la tâche arrive à l'américain Arthur Penn, déjà responsable d'une poignée de westerns remarqués, donc notamment La Poursuite impitoyable, mais également Le Gaucher. Très à l'aise également dans le drame, comme il en atteste avec son second long métrage Miracle en Alabama, sorti en 62. Dernier atout, en fait, Penn vient de diriger Warren Beatty dans Mickey One, donc en plus, il connaissait déjà le producteur et l'acteur. Film policier méconnu, mais quand même assez savoureux pour revenir un petit peu là-dessus. Alors, c'est vrai que finalement, Arthur Penn va devenir l'homme de la situation. Il va réussir à embriquer la satisfaction on va dire des producteurs, aussi forcément de Warren Beatty, mais également aussi la satisfaction des scénaristes qui peuvent aussi apercevoir aussi cet aspect-là comme quelque chose de possible dans cette direction de faire un nouvel Hollywood, enfin de faire un nouveau film assez novateur avec lui. Voilà, et puis au début les studios ils étaient pas vraiment emballés. Non, surtout que Warren Beatty en plus il avait demandé aussi aux scénaristes de rendre le film potable envers Hollywood. c'est ça. Donc il y avait une forme de liberté, mais bien sûr ça restait quand même un film de studio. Simplement le budget était quand même pas très important. Warren Beatty sortait de plusieurs petits échecs, donc c'était pas non plus la vedette qui allait... Enfin, c'était quelqu'un qui avait déjà eu des rôles, mais il était un petit peu dans une période un petit peu compliquée. La relation entre Warren Beatty et Faye Dunaway était mauvaise, et le film va tout éclater au box-office. Clairement, le film fait... pour l'époque, il fait je sais pas, 20 fois son budget. Enfin, c'est assez impressionnant. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est que les producteurs sont... D'un seul coup, je pense qu'ils se disent on n'est plus dans le coup, quoi. C'est-à-dire que on n'a pas été capable de sentir ce type de succès en faisant un film qui traite de manière complètement différente le sujet du hors-la-loi, le sujet au niveau de la violence. On a quand même plusieurs moments qui sont restés dans l'histoire du cinéma, notamment la fameuse fin. Voilà, la fameuse fin. Et du coup, je pense qu'il y a vraiment eu cette idée que les grands réalisateurs de l'époque, qui s'étaient un petit peu en fin de course, n'auraient pas pu traiter ce film de cette manière. Et donc, il va y avoir une vraie
espèce de régénérescence de la façon de faire des films du point de vue esthétique, mais du point de vue du fond aussi. Et surtout la poignée de réalisateurs qui commençaient à véritablement avoir, on va dire, un certain regain par rapport au cinéma américain, donc notamment toute la jeune génération qui va arriver. Je parle bien évidemment celle de Scorsese, de Palma, et va être forcément on va dire le pilier va être Coppola, et Coppola aussi va aller voir directement aussi les grands producteurs américains pour leur expliquer son prochain grand film qui va sortir en 72, qui va être donc Le Parrain. Film légendaire de Coppola avec Marlon Brando, qui était aussi un projet totalement casse-gueule, et il va finalement réussir à le produire, à le présenter notamment avec un showreel, donc c'est-à-dire une petite vidéo présentation où il a utilisé également Marlon Brando dans le rôle de Vito Corleone. Alors, c'était compliqué. C'était très compliqué parce que les producteurs ne voulaient absolument pas de Marlon Brando parce qu'il était considéré comme ingérable, et surtout en plus certains considéraient comme cet acteur comme assez compliqué, comme représentant un peu du chef de la mafia italo-américaine, parce qu'il faut quand même le rappeler, c'est que Marlon Brando n'a en rien ces origines-là, et finalement Coppola réussit à... Miracle du cinéma. A réussi à tout simplement lancer ce film. Le test. Et à lancer aussi plusieurs jeunes acteurs. Disons que il y a le fameux casting où Marlon Brando se rajoute des mouchoirs dans la bouche pour faire avoir cette gueule de bulldog. Donc Coppola finit de convaincre les producteurs de prendre Marlon Brando grâce à ce casting, de la même manière qu'au début, personne ne voulait d'Al Pacino, qui avait juste fait 2-3 petits films qui avaient eu des succès. Il n'avait pas rien fait avant. Il était considéré comme trop petit. Et c'était pas surtout une star sur laquelle on peut appuyer un casting, puisque c'est bien d'avoir dans des rôles secondaires des acteurs connus, mais là on parle du rôle principal, celui qui porte le film, et vous avez affaire à un presque inconnu, puisqu'il avait fait Panique à Needle Park. C'est tout. Voilà, donc Coppola a réussi à imposer certaines choses, parmi lesquelles celle-là. Il n'impose pas tout non plus, il faut savoir que le film est aussi... Il y a tout un tas de compromis. Le film est basé aussi sur un bouquin, donc de Mario Puzo, qui n'est pas un grand bouquin, il faut quand même le dire, mais c'est vrai qu'en fait, mais c'est un succès, c'est-à-dire que il avait marché, je crois. La volonté de Coppola, c'était surtout faire en fait un film sur la famille, parce que finalement c'est l'une des parties importantes aussi que l'on peut voir dans les films de gangsters, c'est le traitement de la famille. L'aspect familial reste important au sein d'un groupe de gangsters. Alors, il y a différents termes possibles. Donc, ça peut être la famille pure et dure, comme dans Le Parrain. Ça peut être également des frères d'armes, par exemple aussi des associations de hors-la-loi, etc., etc. Alors, frères d'armes, par exemple, ça peut être également le cas dans différents films. Récemment, il y a eu Piranha de Claudio Giovanesi qui revient donc sur une bande d'adolescents dans le milieu mafioso de Naples. Donc c'est vraiment des termes très représentatifs aussi. Il ne faut pas l'oublier que c'est véritablement une marque de fabrique aussi dans ce que l'on appelle forcément la mafia, donc, qui est un terme d'origine sicilienne. Et le terme famille est également utilisé d'ailleurs pour représenter les clans dans ces milieux-là. La famille dans les films de gangsters, dans les films de mafia, c'est une valeur refuge. C'est-à-dire qu'en gros, dans une société corrompue, dans une société où on ne trouve pas sa place, la famille est une valeur refuge. La famille est plus importante que la société, que la loi, que la morale. C'est-à-dire que si on défend la famille, peu importe ce qu'on fait à côté de ça, si on défend la famille. Et évidemment, le film plus marquant là-dessus, c'est bien sûr le Parrain. Et au début, on a Marlon Brando qui discute avec Michael, donc Al Pacino, qui à ce moment-là est encore militaire. Il n'est pas encore vraiment dans... Il revient de son premier service de guerre. Et il veut s'engager, tout ça. Et donc son père dit, mais tu vas te faire tuer pour des étrangers alors que tu pourrais vivre pour la famille. C'est-à-dire qu'il y a cette dualité entre... la famille, c'est une société en soi. Et c'est plus important que les règles, les lois des États-Unis, quoi. Et c'est parfaitement représenté envers les différents enfants en fait, du personnage de Vito Corleone, parce qu'on a également le grand frère, le frère cadet, Sonny,
qui est interprété donc par James Caan, qui est un sanguin. Pas italien non plus, James Caan. Non, absolument pas italien. qui devait jouer Michael aussi à la base. Qui est un sanguin, qui donc est extrêmement violent. On a donc le deuxième, Fredo, qui est quelqu'un de très peureux, assez chétif. On a finalement Michael Corleone, qui très estimé par son père parce qu'il est considéré comme le plus intelligent, et ça se voit quasiment dès le début du film finalement, parce qu'il représente à la perfection sa famille, ou la vision de sa famille quand il accompagne la jeune Kay pour la première fois dans la scène du début, donc la scène du mariage de sa sœur. La scène du mariage, scène de famille évidemment, scène de famille de 30 minutes. On a également le personnage aussi de l'avocat, en fait, donc celui qui deviendra l'avocat, donc qui est interprété par Robert Duval. Tom Hagen, non, Tom Hagen, en fait, qui est plus ou moins le fils adoptif dans l'histoire, mais comme il est irlandais, forcément, il ne montera jamais dans les estimations de la famille. Voilà, de toute façon, ça reste quand même, quand on parle de la mafia, l'Italie, quand on est extérieur à ça, c'est compliqué. Par exemple, on parle du personnage de Kay, donc, qui est interprété par Diane Keaton, qui est la femme d'Al Pacino. On le sent dès le début et durant toute la trilogie. Voilà, ça va être compliqué. Il y a une certaine mise à l'écart, contrairement à l'idylle entre Pacino et puis la Sicilienne quand il retourne en Sicile. Bon, voilà, il y a... Après, justement, quand on parlait de la première scène du film, on a un film de 3 heures qui débute sur une demi-heure d'une scène de mariage. Si c'est une scène d'introduction, elle est très longue. Et à la fin, il y a une séquence très, 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 qui est devenue très célèbre. C'est le montage alterné entre le baptême où Michael est là en train de parler au prêtre, dire oui, je crois en Dieu, tout ça, avec en montage alterné chaque assassinat qui est perpétré pour qu'il prenne le pouvoir et qu'il puisse se venger de la mort de son père. Voilà, de la mort de son père. C'est cette notion de tradition vis-à-vis de la famille comme de la religion, c'est important dans les films de mafia, et Coppola les réunit régulièrement dans les 3 films d'ailleurs. Dans le 3, vous avez à la fin Michael qui est là en train de se confesser au pape, s'il vous plaît. Bon, pape qui va pas durer longtemps. Mais voilà, c'est la religion, la famille, ces valeurs traditionnelles, même si elles sont questionnées par les personnages du film, reviennent régulièrement. On en reparlera quand on évoquera le cinéma de Scorsese. Oui. Ça revient régulièrement. Surtout qu'on voit l'évolution du personnage de Michael dans Le Parrain, parce que finalement, au début, il ne se voit pas comme successeur de la famille. Voilà, c'est ça. Et finalement, il va le devenir bon gré malgré lui, en fait. Il va même devoir perpétrer un assassinat directement face au chef de la police, la fameuse scène du dîner. Donc c'est vrai qu'il y a déjà ce questionnement-là, et le côté mafia italienne, en plus, surtout que le lien du sang est très important, parce que le rapport est très prononcé sur la notion de famille. C'est même ce que l'on appelle une affaire de famille. Finalement, c'est là où on voit aussi le principe hiérarchique dans une société comme la mafia italienne. Seuls les membres d'origine 100% italienne peuvent monter dans la hiérarchie et devenir capo. Donc capo, c'est les chefs. Et le capo del capi, donc c'est le chef des chefs. Et le capo del capi, donc forcément, c'est la personne la plus haute du milieu. Mais au-delà des liens du sang, il y a aussi le fait que si on veut, par exemple Michael, qui au début n'est pas dans les affaires de la famille, qui est militaire, on a l'impression que si vraiment il veut s'intégrer dans la société américaine, des lois américaines, d'être le bon petit américain, il faut qu'il tourne le dos à sa famille. Donc il a ce choix, soit c'est il tourne le dos à sa famille du fait qu'ils savent, il n'est pas stupide, il sait très bien ce qu'ils font, soit il embrasse la famille et ça l'amène à faire, dans la défense de sa famille, le quotidien d'un mafieux, quoi. À tremper dans l'illégalité. À le tremper dans l'illégalité. Et même si au fur et à mesure de la trilogie, il y a toujours ce questionnement, cette idée de rédemption, la famille, c'est vraiment D'ailleurs, dans le 2, quand il y a la fameuse scène avec son frère Fredo, You broke my heart, Fredo. Du coup, parmi toutes les choses négatives qu'il a fait dans sa vie, quand il va se confesser dans le 3, dès qu'il évoque
ce qu'il a fait à son frère, c'est tout de suite ça, c'est tout de suite cette idée de la famille qui l'a marqué au fer chaud. C'est presque l'acte impossible et improbable, mais qui finalement va se réaliser. Et c'est vrai qu'il y a toujours ce côté très représentatif de pouvoir en fait enfin embrasser, on va dire, une certaine carrière dans ce milieu-là, chose que le représente très bien aussi Scorsese dans Les Affranchis, avec notamment donc le trio de personnages que l'on retrouve quotidiennement dans ce film, avec donc Robert De Niro, Joe Pesci et j'ai oublié le nom du troisième, Ray Liotta. Donc Ray Liotta en plus, lui qui est complètement d'origine irlandaise, donc il sait très bien que lui il voulait juste devenir gangster et c'est tout. Il est toujours rêvé d'être un gangster, voilà, aussi la fameuse phrase d'introduction. Et c'est vrai que l'un des personnages peut-être le plus influent, c'est le personnage de De Niro. Or De Niro en fait il pourra jamais monter dans cette hiérarchie parce qu'en fait il est du demi-sang italien, il n'est pas 100% italien. Chose que peut l'être Joe Pesci, et ce qui devait normalement arriver, ce qui finalement n'arrivera pas suite à son assassinat. Donc on voit aussi cette espèce de rapport avec le système hiérarchique, avec le lien familial. Et il y a aussi un rapport schizophrène, notamment entre le visage de l'homme d'affaires respectable et l'illégalité. C'est ce que représente surtout Le Parrain 3 avec Coppola, où on voit... donc le personnage de Michael Corleone vieillit, mais surtout en fait dans une espèce de quête de rédemption. C'est-à-dire, par rapport à tout ce qu'il a vécu, par rapport à tout ce qu'il a fait ou en termes de commodité, c'est ce qu'il a entrepris, on voit déjà cette espèce de volonté de passer à autre chose. Il y a toujours cette idée mais ça va toujours le rattraper. De rédemption. Voilà. Et, just when I thought I was out, they pulled me back in. C'est-à-dire juste au moment où je pensais me sortir vis-à-vis de cette vie de hors-la-loi, on me remet dedans. C'est-à-dire qu'une fois qu'on y est, on ne peut pas en sortir. C'est ça. Et comme on parlait la dernière fois d'Al Capone qui faisait la soupe populaire, comment il s'appelle, à Medellín, là, dans Narcos, Escobar, qui était très populaire auprès du peuple. Là, la famille, c'est aussi dans le 3, il fait quoi? Il fait des immenses dons à l'Église catholique au Vatican comme si c'était une façon de racheter tout. Mais c'est pas possible, ça fonctionne pas comme ça. Et le film va montrer que ça fonctionne pas comme ça. Surtout que le film, il souffre un petit peu, le 3, d'être un poil moins bon que les deux premiers, mais ça reste un film magnifique. Après, voilà, il y avait pas cet élan qu'il y a eu quand on a eu les deux premiers. Justement, quand on évoquait vis-à-vis du nouvel Hollywood, c'est quand même incroyable ce qui s'est passé ces 10 années-là, où un tas de talents a émergé. Et si on prend Coppola, il avait déjà fait des films avant, des plus petits films, mais aussi des films de studio. Il y en avait un avec Fred Astaire, La Vallée du Bonheur, il me semble. Oui. Mais là, d'un seul coup, vous avez ce mec qui a 30 ans, 30 à peine, qui va faire ce film qui reste dans la légende. Et donc, du coup, en imposant une esthétique qui était assez incroyable, parce qu'il y a une forme de classicisme. Il y a souvent des plans très longs, des travelling très lents, mais des lumières qui sont restées une référence crépusculaire. Notamment, oui, au début du film, donc, dans le bureau de Vito Corleone, qui est carrément en contre-jour, voilà, les lumières fermées, enfin cloisonnées. Faire ces lumières-là, c'est quasiment expérimental d'imposer ces choix de direction artistique comme ça. C'est ultra novateur. Et dans cette façon de parler des films de gangsters, cet aspect-là, cet élan du nouvel Hollywood a son importance. Après, il y en a eu d'autres, puisque ce nouvel Hollywood, puisqu'il est capable, grâce au nouvel Hollywood, puisque ces talents-là vont avoir une marge de manœuvre plus importante que ne l'avaient les réalisateurs précédents dans le système des grands studios, ils vont pouvoir aborder des tabous, une certaine contre-culture d'une manière plus explicite. Sans le coder. Et forcément, la façon dont on traite le gangster, le hors-la-loi, la façon dont on traite la société américaine va être montrée de manière beaucoup plus trash, beaucoup plus réaliste. Et donc, il y a d'autres exemples le côté réaliste et aussi la fonction de montrer un certain schéma ou un certain code envers ces truands, envers ces gangsters et pas seulement envers les mafieux, chose que l'on va voir un petit peu après également. Petite pause BO, donc Hit, New Dance Phase de Moby, donc une cover de Joy Division.
style, a change of hope with no regrets, a chance to watch, admire the distance, still occupied, though you forget. Different colors, different shades, overreach, mistakes were made. I took the blame. Directionless, so plain to see. A loaded gun won't set you free. So you say. Et voilà, donc c'était un morceau issu du film Hit, excellent film de Michael Mann. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille, et de toute manière il faut le voir. Sorti en 95, et oui, on a déjà fait un petit bond, mais en fait ce morceau-là je le trouvais très important parce que ça me permettait de rebondir sur, comme je l'expliquais, donc le mode de vie aussi du gangster, et notamment sur le questionnement aussi que l'on peut voir sur la vie de couple. Parce que finalement, si on revient sur les origines du gangster, comme on a pu voir dans l'émission précédente, le gangster était vu comme un personnage assez machiste, misogyne. Il avait une vie de débauche, hein. Il y a beaucoup de séquences dans ces films, de séquences de bars de nuit, voire même des clubs de striptease. D'ailleurs, c'est un cliché qui est revenu récemment, enfin même très longuement en fait sur ce personnage-là, notamment dans les années 80-90. Je pense à un autre film de Barbet Schroeder, j'ai oublié le titre du film, avec Nicolas Cage, qui pareil en fait ça devient son QG en fait dans l'histoire là. Bon, après le personnage est complètement lunaire parce que bon, c'est Nicolas Cage. Dans les films de gangsters, on voit souvent des églises et des bars de striptease. Voilà. C'est la dépravation et autres. Parce qu'après il faut pas l'oublier, c'est que certains gangsters, notamment Al Capone aussi, avait beaucoup de part dans l'illégalité, notamment dans les réseaux de prostitution. Donc c'est aussi un des moyens pour finalement se faire de l'argent, comme je dirais, se faire de l'argent sale. Mais c'est vrai qu'on voit ce gangster qui peut avoir un traitement évolutif. Alors c'est vrai qu'avec le côté familial, il y a un côté très pieux, parce qu'on revient sur la culture catholique, notamment en Italie, sur la famille sicilienne. On le voit excellemment bien dans Le Parrain de Coppola. Et dans d'autres films, il y a un traitement plus évolutif. Alors c'est vrai que là, il y avait le traitement du mafiosi. C'est vrai que dans d'autres personnages, comme des truands ou les voyous, on a un traitement un peu plus relié sur un code personnel. Par exemple, le voyou ne devient plus seulement un bourreau des cœurs, il peut également justifier sa vie de solitaire afin finalement d'éviter de laisser une veuve derrière lui, ou alors tout simplement disparaître plus facilement. C'est le cas du personnage de De Niro donc dans Hit. De Michael Mann. Il explique son leitmotiv notamment face à Al Pacino dans cette fameuse séquence du diner où ils sont face à face. Cette scène, voilà. Cette scène où on retrouve donc pour la première fois les deux réunis, alors que personne n'avait fait ça auparavant. Bon, après, le film ne vaut pas que pour cette scène-là, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de limite d'émouvant de les voir tous les deux après les chefs-d'œuvre qu'ils ont fait avant, puisque justement, l'un avec Coppola... Ils ont bien joué dans le même film, Le Parrain 2. Ils ont joué dans le même film, mais il faut retenir que dans Le Parrain 2, en fait, donc, De Niro joue Vito Corleone, jeune, voilà, dans et les on retrouve les séquences avec Al Pacino après, sur l'après-Parrain. Il a failli jouer dans le 1 aussi. Exactement, oui. On voit son casting dans les bonus... immanquable du coffret Le Parrain, avec 3 heures de bonus, c'est vraiment c'est ce que j'allais dire, c'est vraiment super. Donc c'est les deux acteurs les plus représentatifs des films de gangsters, l'un avec Coppola mais aussi Brian De Palma. Faut pas oublier que totalement un des autres grands gangsters du point de vue du cinéma, c'est le Pacino qui interprète Scarface de Brian De Palma. Et bon, on parlait du Nouvel Hollywood tout à l'heure. Après, vis-à-vis des années 80-90, il y a eu évidemment une évolution de la façon dont on parlait de ce thème-là. Dans Hit, on a un exemple avec ce côté un peu jumeau de ces deux personnages.
l'un du côté de la loi, l'autre du côté de la loi, qui finalement se ressemblent, se respectent quelque part. Et il y a quelque chose d'assez fort dans ce film, au-delà du travail de Michael Mann, bien sûr. Et on est content de savoir que les Pacino et De Niro vont de nouveau être ensemble très bientôt. Oui, avec The Irishman. Voilà. Avec en supplément bonus Joe Pesci. Voilà. Et Scorsese en plus. Oh, bah, si c'était que ça. Voilà, bon après il y a plusieurs façons de traiter, après les années 70, la façon de traiter le film de gangster. Après, pour revenir peut-être un petit peu sur le film de gangster au niveau du Nouvel Hollywood, juste quand on parlait tout à l'heure des valeurs familiales, des valeurs un peu traditionnelles, pour aller à l'opposé, il y a le fait qu'il y a souvent des films un peu de hors-la-loi qui prenaient la route. On a parlé de Bonnie and Clyde, c'est pas du tout le seul exemple, il y a eu plein d'autres exemples. Et là, le côté hors-la-loi, il se retrouvait à la fois dans le fait de l'usage de la violence pour braquer des banques, vivre en dehors de ceci, mais aussi vis-à-vis de la façon dont on voit la famille. C'est-à-dire que souvent, c'est des jeunes qui refusent, qui tournent le dos un peu à la famille pour se retrouver ensemble et avoir une espèce d'union illégitime et même ensemble. Recréer leur propre société par rapport à une société qui les rejette ou qui le rejette tout simplement, cette société-là. Donc on retrouve un peu ces relents qu'on en avait, par exemple de mai 68 aussi, ou même les mouvements hippies des années 60. Donc il y a cette même aussi version un peu plus alambiquée forcément. Ce n'est pas la même, mais c'est vrai qu'on a aussi cet aspect du code moral, c'est-à-dire on retrouve un peu cette espèce de truand ou de gangster qui va ne pas aller jusqu'au bout des choses. Ce qui est complètement différent de ce que l'on pouvait voir ailleurs. Alors en Europe, c'est vrai que le traitement est complètement différent. Au contraire du cinéma américain, d'ailleurs, le cinéma italien a forcément un traitement du mafieux très différent. Il ne fera jamais un mafiosi protagoniste principal, fera toujours de la place pour la victime du phénomène mafieux au centre du film. C'est assez dénonciateur et même non enjoliveur comme le fait le cinéma américain. Là, on voit forcément, par exemple, il y a différents films, par exemple Un homme a brûlé des frères Taviani en 62. On a également le Giovanni Falcone de Giuseppe Ferrara de 93, ou encore Alla Luce del Sole de Roberto Faenza en 2005. Il y a également La Siciliana Ribelle de Marco Armenta en 2009, qui en fait raconte tour à tour l'histoire d'un syndicaliste socialiste, d'un juge anti-mafia, forcément Falcone qui a été assassiné par la mafia à l'époque, quand même avec 500 kilos d'explosifs. Donc en fait, sa bagnole a sauté, parce qu'ils ont fait sauter tout un pont avec lui. Donc sa bagnole, ses gardes du corps et sa famille. Voilà, comme ça c'est fait. Donc on voit également aussi un curé et tous assassinés donc, par la mafia. Et donc le dernier aussi, ça revient sur l'histoire d'une fille de 17 ans qui s'est suicidée après avoir dénoncé un juge l'organisation mafieuse à laquelle appartenait sa famille. Donc forcément, le traitement est absolument pas le même. Alors, aux États-Unis, il y a un rapport un peu plus différent aussi. Forcément, et plus individualiste aussi. Il ne faut pas l'oublier sur le côté américain. Je pense qu'il y a eu c'est le problème du succès aussi un peu du Parrain, c'est qu'il y a eu le succès de ce film a forcément impacté la façon de voir l'Italie, la façon de voir la mafia. Et forcément, les Italiens, je pense qu'ils ne s'y sont pas retrouvés. Oui. D'ailleurs, le film a eu des problèmes au niveau de la production, puisque des associations italo-américaines refusaient qu'un film avec des grandes vedettes, en tout cas moi, Brando à l'époque, film hollywoodien, parle encore une nouvelle fois des Italiens qui sont des gangsters, etc. Donc forcément, quand tu regardes les films de gangsters italiens, l'approche est vraiment différente. Il y a eu beaucoup de très bons films qui ont été faits, mais je pense qu'il y a pu y avoir un côté un peu carte postale dans la façon des Américains de traiter de la mafia italienne, auquel le cinéma italien est en rupture, a été en rupture avec ça, forcément. Paradoxalement, Sergio Leone va faire l'inverse. Avec Il était une fois en Amérique, où il y a un côté beaucoup plus carte postale avec sa vision des États-Unis, notamment donc l'histoire de cette bande de frères d'armes qui va grandir avec le temps, et on retrouve donc De Niro notamment et James Woods qui va donc évoluer sur cette vision en fait de cette société américaine. Forcément très amer aussi, il ne faut pas l'oublier. Mais c'est vrai que Leone, finalement, a un peu joué également là-dessus, le côté un peu carte postale, notamment la vision du vieux Brooklyn, en fait, avec le fameux pont en arrière-plan, qui est devenu peut-être l'un des plans les plus
représentatifs, voire même l'un des plus légendaires de l'histoire du cinéma. Et puis la musique. Daniel Morricone, forcément. Forcément. De la même manière qu'on avait parlé tout à l'heure de la musique de Nino Rota pour Le Parrain. Tous ces talents se sont mis au service du cinéma hollywoodien, d'où tous ces films. Mais il faut toujours pas l'oublier, c'est qu'il y a toujours une double lecture derrière. Bien sûr. Si on reprend même le développement du nouvel Hollywood, va forcément influencer d'autres réalisateurs. Donc on parlait de Brian De Palma, va également s'attaquer au film de gangster. Alors il y a eu également donc l'Impasse, genre on reviendra un petit peu plus tard, mais si on revient sur Scarface, il y a également ce personnage de Tony Montana qui a également finalement est tellement aussi borderline, mais il a aussi un certain code moral. Il y a cette fameuse scène où on lui demande de poser un explosif devant l'ambassade de l'ONU. Pas un explosif. Non, c'est quand il poursuit en voiture. Il poursuit en voiture, voilà. Il doit le faire contrat, exploser. Il y a un gamin dans la voiture, du coup il veut pas. C'est le début de sa chute. Hein. Ouais, finalement. Et donc, bon, après, le Scarface, ça représente un petit peu aussi les 80s. C'est au moment de la fin du nouvel Hollywood. Avec la musique, forcément, de. Vangelis. Et puis non, c'est pas Vangelis, c'est Giorgio Moroder. Scarface ? Ah oui. Ok, bon, je m'incline. T'es sûr ? La moustache. Oui, ah oui. La moustache de Giorgio Il y a Moroder. peut-être les deux. Mais bon, bref, désolé si je me suis trompé. Mais voilà, cette relecture du Scarface qu'on avait vu la semaine dernière des années 30, au moment des 80s, va offrir à Pacino un nouveau rôle marquant. Mais forcément, c'est encore, du coup, là, c'est pas un Italien, c'est un Cubain qui... Avec un accent complètement pété. Il faut quand même le signaler. Non, mais il y a encore cette histoire de l'immigré qui arrive aux États-Unis, qui doit en gros faire la vaisselle, faire des sandwichs ou faire machin pour la société américaine, et qui va dire non, voilà, et qui va The World is Yours. Hein, qui reprend le leitmotiv du film de 32, et puis forcément c'est la lecture du pays de Land of le Land of Opportunities, donc le pays de l'opportunité absolue, et il y a aussi forcément le traitement de l'illégalité qui va avec. Voilà, il faut être un hors-la-loi si on veut. En tout cas, bon, le film aussi, il y aura la chute, hein, bien sûr. Et puis toutes ces répliques cultes qui, encore aujourd'hui, quand tu écoutes le rap ou tout ça, ce film a 40 ans quand même. Oui, le film a 40 ans. Et tu regardes Gomorrah quand... Ils sont encore inspirés là-dessus. Ils sont encore en train de se réciter les répliques du film par cœur, comme un espèce de mode d'emploi de réussite. Enfin bon, après, il y a d'autres exemples. Et c'est vrai que Brian De Palma... Voilà, il a une autre approche en termes de réalisateur. Bon, c'est un esthète, hein. On en a parlé tout à l'heure. Entre Les Incorruptibles et donc Scarface, il fait des films où il y a des liens, mais très, très différents quand même, très, très différents. Et ce qui est intéressant, c'est que tu parlais de l'Impasse tout à l'heure. L'Impasse, c'est encore Pacino. Oui. C'est une espèce de double, c'est-à-dire qu'il n'a pas le même nom que dans Scarface, bien sûr, mais voilà, c'est la fin d'une époque, quelque part, de ce type de film de gangster. C'est un personnage beaucoup plus nuancé. Voilà, il est en quête de rédemption, il a réussi même à sortir, entre guillemets, des griffes un peu du milieu, et finalement, son code d'honneur va l'y replonger. Voilà, c'est ça. Bon, après, je pense que c'est un des meilleurs, hein, sincèrement. Oui, totalement. Mais pour revenir vite fait sur le côté gangster, son mode de vie, forcément, comme je l'ai expliqué, il y a aussi un peu la vie de couple. Et le meilleur exemple, forcément, c'est le cas Bonnie and Clyde, couple mythique, devenu totalement légendaire, va inspirer bon nombre de criminels dans le cinéma. Alors, en plus du film d'Arthur Penn, on va retrouver d'autres films qui vont vraiment s'inspirer de ce cas. Alors, ça devient presque un genre. Hein, ça devient presque un genre, en fait. On a forcément Tueur Né d'Oliver Stone, True Romance de Tony Scott, les deux écrits par un certain Quentin Tarantino d'ailleurs. Enfin, en tout cas en partie Tueur Né, parce qu'il a tellement été Oliver modifié. Je crois qu'il n'est même pas au générique, je crois. Même dans les films français ou francophones, il y a Alléluia de Fabrice Duvels. On retrouve également David Lynch qui s'est également aventuré là-dessus avec Sailor et Lula. Donc le film d'Arthur Penn, en fait, a été critiqué à l'époque pour son côté un peu glamourisation, enfin la glamourisation, je ne sais pas si ça se dit, mais bon, la glamourisation en fait de ces personnages, finalement c'est devenu le symbole de vouloir casser plusieurs tabous cinématographiques, notamment le traitement du sexe et de la violence.
C'est ultra photogénique. Voilà. Mais sauf qu'on n'a pas eu le droit de le faire, ou on a dû le faire de façon déviée pendant 30 ans avant. Et là, d'un seul coup, Oui. les réalisateurs vont avoir le droit de franchement y aller, quoi. Mhm. Et avec succès en plus. Et Donc, avec total succès. Et c'est vrai que la scène de fin, qui était assez folle pour l'époque, où donc Bonnie et La Clyde mise à mort, vont être pris au piège et vont être mis à mort avec criblés de balles, avec je sais plus combien de balles sur eux. Mais il y a aussi un côté très esthétique derrière, parce que finalement, en fait, leur mise à mort, on peut la voir comme une certaine danse, la façon dont ils vont être criblés de balles, ce que va peut-être s'inspirer aussi Coppola avec la mort de Sonny dans Le Parrain aussi, où il va bouger dans tous les sens, se prendre plein de balles. Où c'est là où ça va devenir aussi un espèce ou de... même Pacino dans Scarface. Dans Scarface, ouais. côté- Il y a ce côté aussi un peu qui va devenir un peu ridicule, enfin qui va être mis, parodié assez facilement, c'est-à-dire les espèces de mises à mort où ils vont se prendre une vingtaine de En balles, slow motion. bouger dans tous les sens et tomber lamentablement à la fin. Mais je pense qu'à l'époque, ça a fait son effet. C'est-à-dire Ça a que nous, fait quand on totalement son regarde effet. maintenant, effectivement, on a un autre regard. Mais je pense qu'à l'époque, c'était du jamais vu de voir ces... On retrouvait ces films qui voulaient un certain réalisme, mais qui vont garder une approche très cinématographique et très esthétique, donc qui va cacher un peu cette réalité sur des moments un peu, on va dire, un peu mythologiques en fait. Et forcément, la mise à mort est une chose très importante. Et il y a autre chose que l'on va voir aussi juste après, c'est notamment forcément le traitement de la trahison, du traître, voire même de l'infiltré. Mais juste avant, une petite pause BO, donc un morceau de Serge Gainsbourg, Bonnie and Clyde. Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Comment il vécut? Comment il est mort? Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore? Eh bien, écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom c'est Bonnie, À eux deux ils forment le gang Barrow. Leur nom Bonnie Parker, est Clyde Barrow. Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde. Moi, lorsque j'ai connu Clyde autrefois, c'était un gars loyal, honnête et droit. Il faut croire que c'est la société qui m'a définitivement abîmé. Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde. Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur elle et moi? On prétend que nous tuons de sang-froid. C'est pas drôle mais on est bien obligé De faire taire celui qui se met à gueuler. Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde. Chaque fois qu'un policeman se fait buter, Qu'un garage ou qu'une banque se fait braquer, pour la police ça ne fait pas de mystère. c'est signé Clyde Barrow, Bonnie Parker, Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde. maintenant chaque fois qu'on essaie de se ranger, De s'installer tranquille dans un meublé, dans les 3 jours voilà le tac tac tac. des mitraillettes qui reviennent à l'attaque. Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde. Un de ces 4, nous tomberons ensemble. Moi je m'en fous, c'est pour Bonnie que je tremble. Quelle importance qu'il me fasse la peau.
Moi, Bonnie, je tremble. Et voilà, donc c'était un morceau donc de Serge Gainsbourg, Bonnie and Clyde, forcément référence, c'était obligé de le faire, forcément référence. D'ailleurs, le morceau est sorti la même année que le film d'Arthur Penn, donc en 67. Alors, on va donc terminer vite fait notre émission, donc pour continuer sur le gangster, et on va forcément, qui dit film de gangster, film de mafia, il y a toujours un moment, un acte de trahison, où il y a une taupe quelque part, parce que ça reprend un axe assez narratif assez proche de ce que l'on peut retrouver dans le film policier ou dans le film noir, et généralement dans le film de gangster il y a également la fameuse trahison. Alors peut-être la trahison la plus célèbre dans ce genre, c'est forcément Fredo, donc dans Le Parrain partie 2, donc qui va trahir Michael Corleone. Et en plus, la trahison, elle vient de quelqu'un de la famille. Voilà, donc elle est encore plus. C'est un acte encore plus proche de la tragédie qu'elle l'est déjà dans l'histoire. Et c'est vrai que cette scène d'ailleurs assez mythique où les deux se retrouvent sur un bateau au plein milieu du lac. On retrouve cette fameuse musique de Nino Rota. Les deux ne sont pas sur le bateau. Non, pas les deux. Non, c'est oui. Il y a juste Fredo là, et puis il y a un mec derrière qui va lui donner une. Pendant ce temps-là, Michael, alias Al Pacino, est resté à la maison. C'est ça. Mais bon, il y a eu la scène avant où il lui dit tu n'es plus mon frère, tu n'es plus un ami. Et c'est cette scène dans Arizona Dream, t'as Vincent Gallo qui la récite par cœur, Enfin bon, voilà, c'est une des nombreuses scènes cultes. Avec de nombreuses références aussi sur la mafia, l'utilisation, enfin les techniques, on va dire, très représentatives de la mafia, avec le fameux baiser sur la bouche, qui est en fait le baiser d'adieu aussi. Non, comme tu le dis, et notamment synonyme de mort. La trahison, c'est souvent un des éléments déclencheurs dans le film de gangster qui va précipiter la fin, la dernière partie et le déchaînement de la violence, comme dans le 1 quand Michael comprend qu'il l'a trahi, après il va y avoir règlement de compte avec tout le monde. Après il y a plusieurs exemples. Là, tout à l'heure on parlait de l'impasse, c'est pas exactement pareil, même si ça reprend Al Pacino reprend une espèce de rôle de Scarface qui aurait été en prison et puis finalement qui est un personnage en plus qui est bloqué entre deux mondes, c'est-à-dire qu'il il a cette volonté de rédemption, mais le passé revient toujours envers lui. Voilà, c'est ça. À la fin, finalement, il finit par être battu par le monde qui l'a fait, quoi. À savoir, c'est Benny Blanco qui sur ce quai de train va le tuer. Après, vis-à-vis de la trahison, on est obligé de parler de James Gray dans ce qu'il a fait en termes de renouvellement du film de gangster, avec des films vraiment solides. Avec des films vraiment solides qui, là, c'était plus mafia russe. La nuit nous appartient, on a Little Odessa, on a The Yard. Au-delà de la trahison, il y a, dans ce que j'aime bien dans ce qu'il fait, c'est qu'on a dans la famille à la fois quelqu'un qui est dans la police et le reste qui est dans le monde du gangster. Oui, dans La Nuit nous appartient est très représentatif, et c'est vrai que c'est des films qui vont totalement revenir sur les thématiques de James Gray. D'ailleurs, c'est le traitement du père. Le traitement du père est très très important dans ces films. Et c'est vrai que dans La Nuit nous appartient est peut-être l'un des meilleurs exemples, parce que finalement l'histoire c'est quoi? Donc c'est celle de Bobby, interprété par Joaquin Phoenix, jeune flambeur qui notamment dirige une boîte de nuit, et coincé entre sa famille qui est policière et la mafia russe qui notamment possède cette boîte de nuit. Donc on voit en fait le traitement familial où il est quasiment considéré comme un voyou, alors qu'il pour lui il ne considère pas avoir les mains sales, mais finalement il va devoir choisir son camp et il va forcément se salir les mains. Il y a forcément une trahison, que ce soit du côté, soit il y aura une trahison contre sa famille, soit il y aura une trahison vis-à-vis de ses collègues ou de sa famille, de sa femme ou donc voilà, dans tous les cas ça va précipiter cette morale, cette question morale va précipiter l'éclatement final dans le film, quoi. Et dans d'autres principes même, forcément, il y a le principe de rédemption impossible, comme on voyait dans L'Impasse, mais il y a le rapport aussi avec le fameux le pouvoir et l'ambition que l'on retrouve dans ces actes de trahison, comme l'est par exemple dans Casino. C'est-à-dire qu'à un moment donné, donc, le personnage de Rosenthal, donc interprété par De Niro, va forcément avoir un constat très amer. Il y a toujours cette conclusion amère dans ce genre de film, il ne faut pas l'oublier. C'est cette volonté de rester à la lumière du jour, cette volonté de pouvoir, mais finalement il va la perdre
Et il va être délaissé par on va dire par la grande majeure partie de la mafia italienne, par la mafia sicilienne, pardon, sur sa vision de Las Vegas, qui va finalement être abandonnée. Et on va notamment voir cette fameuse séquence de fin où il explique que finalement maintenant Las Vegas n'est plus devenu le repère, on va dire, des riches, le repère glamour comme l'a été. On imagine très bien il aurait pu être pote avec Frank Sinatra, parce que finalement Sinatra il aimait très bien traîner avec ce genre de personnes. Il faut faire un petit aparté sur Sinatra. Voilà. Il a failli jouer il a voulu jouer le rôle de Johnny Fontaine dans Le Parrain, parce que le personnage créé par Puzo, donc l'écrivain dans son bouquin, s'inspirait de Frank Sinatra. Donc il a failli jouer le rôle sur lequel c'était un acteur qui montrait très bien le lien entre la paix et puis le monde du cinéma, qui était toujours D'ailleurs, pour la petite lien. anecdote, il a même fait des concerts qui servaient comment dire, pour renflouer les pour caisses, renflouer les caisses des victimes de la police. de la Non, police. enfin, voilà, des victimes des mafieux emprisonnés. De toute façon, on en a parlé la première fois, mais dans la première mission, mais Hollywood et les liens avec les studios, ça n'a pas été que vis-à-vis des histoires, ça a été vis-à-vis de la production même des films. Oui, des têtes sont tombées durant la période des années 40-50, et forcément, ça a permis aussi un espèce de renouvellement possible dans les années 60 finalement, et surtout, c'était renforcé aussi par le Code ACE. Donc, on voit ce paradoxe aussi très, très représentatif sur les 20 années qui ont bloqué entre la fin du Code ACE et l'arrivée du nouvel Hollywood. Mais cette idée-là, cette idée forcément du personnage aussi, qui est élément charnière du traître, montre aussi également un autre point de vue que l'on peut retrouver dans le film policier, où la fusion du film gangster et du film policier, c'est forcément le personnage de l'infiltré. Quand on retrouve par exemple cette lecture-là dans Donnie Brasco avec Johnny Depp, on a également un schéma narratif très représentatif dans Reservoir Dogs, même si c'est un huis clos, c'est finalement à la recherche d'une taupe dans le groupe de truands qui a été engagé pour faire un braquage qui a mal tourné. On a forcément Infernal Affairs et le remake américain donc, de Scorsese, Les Infiltrés, pardon, où là on a carrément un infiltré de chaque côté. Ouais. De chaque côté, donc un infiltré de la mafia irlandaise qui va donc intégrer la police et forcément vice-versa. Donc, l'infiltré doit prouver. Voilà. C'est-à-dire qu'il doit prouver, d'où le questionnement moral qui se retrouve... qui est un des ressorts au niveau du film, du côté dramatique du film, c'est que doit faire le personnage principal qui est censé être du bon côté, mais là qui s'infiltre, quand il doit prouver au groupe qu'il infiltre, de montrer qu'il doit, par exemple, c'est DiCaprio dans Les Infiltrés, voilà, à un moment donné, il faut qu'il aille buter quelqu'un, comment il fait ? C'est un policier, le mec. Donc, du coup, ce ressort-là, moral, revient souvent dans ce genre de film. Et là, vous avez des deux côtés, puisqu'il y a Matt Damon aussi, qui lui, c'est l'inverse. Et donc, bon, après, Scorsese, on en parlera plus en longueur la semaine prochaine. J'ai juste envie de dire un petit truc, c'était qu'on a beaucoup parlé du cinéma américain. On a peu parlé du cinéma français, mais on a quand même eu un grand réalisateur, enfin, certainement plusieurs, mais un grand réalisateur, c'est quand même Melville, qui a fait des films qui ont beaucoup inspiré d'ailleurs les Américains. Énormément les Américains. Lui aimait, et pas que. Voilà, et pas que. Lui aimait aussi les films américains, mais on a eu la chance quand même. Voilà, aujourd'hui, quand on regarde, il n'y a pas eu grand-chose dans le cinéma français de films mythiques, mais on a quand même eu Melville. Bon, il y a le deuxième souffle, il y a le samouraï. Voilà, le samouraï, je pense que ça a été aussi un élément très fondateur dans la filmographie de Melville et l'héritage de Melville. C'est notamment le personnage donc de Delon, qui est un personnage très solitaire, très solitaire, mais le personnage aussi qui est en fait un espèce de, on va dire, gros brin ténébreux, mais qui parle très peu, qui est donc très
qui n'a pas vraiment, comment dire, d'expression, qui donc on se doute d'un certain... Impassible, aucun Voilà, lien. le personnage totalement impassible, que va s'inspirer beaucoup de réalisateurs, même encore maintenant. Je pense notamment à Big Dean Refn pour son Drive. Le personnage de Ryan Gosling est totalement inspiré du personnage de DeLong dans le Samouraï. Mais il y a toujours cet aspect-là. Et forcément, l'héritage que l'on parlait dans le Nouvel Hollywood, qui reprenait un peu le gangster des années 30, on le retrouve, et forcément, on le retrouve encore maintenant. La nuit nous appartient de James Gray. C'est exactement ça. C'est aussi interpréter la confrontation entre l'activité criminelle et la famille, chose que fait également John Woo dans Le Syndicat du crime. Faut pas oublier que, comme on dit, que James Gray s'inspire à lui aussi, son cinéma s'inspire de Coppola, s'inspire du Nouvel Hollywood. Les gens du Nouvel Hollywood se sont inspirés du cinéma européen, notamment français. Donc Melville était, lui, a inspiré aussi les réalisateurs de la nouvelle vague. Donc, il y a tout un lien comme ça. Et j'ai parlé il y a aussi le Doulos, il y a aussi son dernier, l'avant-dernier, Le Cercle Rouge. Le Cercle Rouge, Voilà. qui a donné un rôle dramatique en plus à... Je pense que si vous regardez... excuse-moi, il y a Bourvil. Bourvil, oui. C'était quelque chose... Bon, en tout cas, si vous regardez dans le Nouvel Hollywood, il y a un vrai lien avec ce cinéma-là. Quand on parle des films... on parlera une prochaine fois de French Connection. C'est quand même un film aussi qui est important. Et bon, donc tu parlais aussi de John Woo. Bon, c'est pareil, on n'a pas le temps d'en parler, mais le cinéma de John Woo, le cinéma sur les triades, sur les yakuza, c'est tout un pan qu'on évoquera un petit peu la prochaine fois. Et surtout, c'était ça important avec le Syndicat du crime, c'est qu'il va vraiment également jouer sur le côté... le vrai côté tragédique, c'est-à-dire est-ce que je dois suivre le chemin de ma famille ou alors est-ce que je suis le chemin de ma nouvelle famille criminelle. Donc il y a toujours ces questionnements très importants que seul le cinéma peut donner réponse, ou peut-être même dans les écrits, mais c'est vrai que beaucoup d'ailleurs s'inspirent de la vraie vie, beaucoup s'inspirent de vrais faits comme Bonnie and Clyde et compagnie, et c'est vrai que là on retrouve énormément de personnages dans ce cas de figure en fait. Dans la notion d'infiltré, on a oublié de parler justement de John Woo, c'est de Volte-Face. C'est quand même magique ce film. Oui, on a quand même Nicolas Cage et John Travolta qui s'échangent leur visage, ça passe comme une lettre à la poste. Il se pose un visage et puis après du coup Nicolas Cage qui est avec les gangsters et puis Travolta qui c'est un numéro d'acteur assez incroyable avec des scènes, bon c'est un peu kitsch mais c'est quand même un il y a Nicolas Cage, ouais, voilà, c'est mon BA. On va s'arrêter là-dessus. Dernier mot vite fait, c'est vrai qu'en parlant de films français, je vous conseille également de voir Borsalino de Jacques Deray, qui est un film très important aussi, qui va vraiment sur la confrontation entre Delon et voilà. Voilà, là, on a parlé de Melville, mais il n'y a pas que Melville, bien sûr. Il n'y a pas que Melville, mais je vous conseille vraiment, c'est bien que tu as parlé de Melville. J'aimerais, si je pouvais faire une émission spéciale Melville, on pourrait en faire. Ça, il n'y aurait pas de souci là-dessus. Donc on termine là-dessus, on revient la semaine prochaine. Donc pour revenir vite fait sur le traitement, enfin vite fait, non sur 1 heure forcément, mais pour la dernière émission, donc sur le gangster, on viendra forcément sur le traitement du gangster chez Scorsese, donc forcément la rédemption, mais pas que. Sur ce, je vous laisse avec un morceau des Infiltrés, un morceau de Howard Shore, et on revient donc la semaine prochaine en direct, toujours à 18h. Salut Jonathan, salut Thomas la régie, salut tout le monde. RCN, écoutez la différence.